Vous savez que l'histoire de Chomsky et celle de Paris 8 sont étroitement liées. Ça a un sens très fort de venir présenter votre film en avant-première ici à l'Université Paris 8, car la linguistique générative et transformationnelle de Noam Chomsky, inspirée par Noam Chomsky, a connu son premier développement en France à l'intérieur de cette université. Peut-être Sophie, qui est linguiste, va peut-être pouvoir pour présenter et mettre en place le contexte de notre échange et de notre discussion plus articulée ensuite sur le film et le traitement visuel de Noam Chomsky, peut-être replacer ce contexte. La linguistique a participé via Nicolas Ruvé à l'expérience de Vincennes. C'était l'une des premières disciplines qui était liée à l'expérience vincenoise via Nicolas Ruvé, qui, comme l'a dit Mario, avec d'autres collègues, a contribué à créer le département de linguistique et puis a amené cette conception de la linguistique qui était complètement inconnue en France et complètement orthogonale à la manière de concevoir et le langage et la linguistique et les études du langage. Notamment le fait de travailler sur des données orales, le fait de concevoir que les données orales n'étaient pas moins parlantes que les données écrites, et une manière d'être un peu iconoclaste dans le paysage intellectuel de l'époque. Donc l'aspect finalement un peu, comment dire, en rupture, qui est la pensée chomskienne quand même, qui est une des choses. Il dit quand j'étais petit, je voulais pas manger mon porridge. Bon, c'est quand même merveilleux cette histoire de porridge. Et Chomsky est quelqu'un qui, a priori, ne prend pas les évidences pour des évidences. C'est ce qu'il a expliqué, ce qui est expliqué dans le film. Et la révolution intellectuelle qu'il a apportée en linguistique se place sur des questions très simples et sur des problèmes très simples de structure linguistique où il dit ça n'est peut-être pas ce que ça a l'air d'être. Bon, et en France, à l'époque de Chomsky, où il a commencé à travailler là-dessus, c'était absolument pas connu, cette théorie. Donc, cet aspect sans doute expérimental de Chomsky et posant des questions radicales à des faits linguistiques, a participé aussi de l'expérience vincénoise à travers Nicolas Ruvé, qui a monté le département, qui a monté la revue Recherche linguistique de Vincennes. Et comme l'a expliqué Mario, ensuite Richie Kane, qui était l'un des étudiants de Chomsky au MIT, est venu à Paris 8 à former un certain nombre de personnes. Et une tradition générative s'est installée à Paris 8, puis ensuite s'est diffusée un peu partout en France. Mais Paris 8 reste l'une des universités françaises particulièrement porteuses de cette conception-là du langage, appuyée sur une approche scientifique et sur des données variées, sur l'idée d'interroger les universaux à travers les langues et d'essayer de comprendre pourquoi toutes les langues semblent aussi différentes et fondamentalement, structurellement identiques. Et pourquoi c'est apparemment si simple et en même temps si compliqué. Cette histoire de petits bébés qu'on voit dans une pièce avec un côté, pourquoi des milliers de langues, pourquoi plus de 6000 langues dans le monde et pourquoi c'est aussi facile à apprendre, pourquoi structurellement on retrouve, quelles que soient les langues, indépendamment des familles de langues, des phénomènes structuraux qui se recoupent fondamentalement. Ce qu'il a expliqué, le fait que la structure syntaxique branchante dans la phrase va chercher ce qui est tout près dans la structure et pas ce qui est tout près dans la surface de la phrase, c'est universellement vrai. Je veux dire, et c'est lui qui l'a montré. Donc voilà l'ancrage, enfin la relation intellectuelle de Paris 8 avec, sur le plan linguistique. Bon, il se trouve que aussi les positions un peu radicales en termes de manière d'interroger le réel, qui sont celles de Chomsky, sont quand même liées aussi à l'histoire intellectuelle de Paris 8. Donc le côté expérimental donc Chomsky comment dire, une forme, a introduit dans la vie intellectuelle française d'une certaine manière de poser le savoir, d'interroger la vie, d'interroger le réel, les phénomènes qui a trouvé sa place historiquement à Paris 8 et a continué à se développer jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on est l'un des grands centres de linguistique générative français. Voilà. Je suis juste curieuse de savoir, est-ce qu'on a un lien entre la linguistique et la politique en même temps? Et je veux savoir, c'est quoi si ça existe, c'est quoi ce rôle de linguistique joué dans le domaine de politique?
Est-ce qu'il est possible qu'un jour, enfin, la linguistique peut devenir une arme politique? On lui pose souvent cette question et lui refuse toujours de faire la connexion entre les deux. En fin de compte, il a presque commencé la politique avant le linguistique et lui, il ne veut pas faire la connexion. Donc moi, ça me paraît difficile de la faire à sa place. Moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a une approche scientifique, c'est-à-dire qu'on ne parle pas sans étayer son discours par un raisonnement construit et par une observation de la nature de laquelle on peut tirer des faits. Et que ce soit en linguistique ou en politique, et il utilise cette méthode qui me semble être une méthode scientifique. Moi, c'est mon interprétation personnelle, mais lui, il ne veut pas la faire. Il ne veut pas faire le rapprochement. Ok, merci. Excusez-moi, mais quoique il revient sur l'exemple du porridge dans le film, et c'est une des rares fois où il prend un exemple un petit peu comme ça, abstrait, pour expliquer sa manière de penser. Ce qui est clairement, pour un peu gloser ce qu'a dit Michel Gondry, c'est que dans les deux cas, il a une approche strictement rationnelle. C'est quelqu'un qui s'est nourri chez Descartes. Pour lui, on avance sur la base de réfutation et d'un raisonnement rationnel appuyé sur des faits et des observables. Et dans les deux cas, en politique et en linguistique, dans la science, il a mené cette démarche-là. Bon, par ailleurs, on voit que les idées qu'il a défendues en linguistique, par exemple, l'universalité des langues, le fait qu'il n'y a pas de bonnes langues et de mauvaises langues, de langues plus faciles ou de langues plus difficiles, repose quand même sur une certaine conception de l'humain, fondée sur des principes d'égalité biologique. C'est une formulation extrêmement simple, mais extrêmement incarnée de ce que peut être l'égalité entre les hommes. Alors, il ne l'a jamais théorisé. Je ne connais aucun texte de Chomsky qui ait théorisé ça. Mais on le sent sous-jacemment dans sa conception de la linguistique, cette manière de, justement, ne jamais psychologiser, jamais ramener ça à des informations ou à des explications de type phénoménologique ou psychologisante, etc., mais appuyer sur des faits et sur la base d'un raisonnement. Et dans les deux cas aussi, l'absence de fermeture d'esprit, c'est-à-dire de pouvoir considérer la réalité et de raisonner dessus. Voilà. Je pense que c'est quand même... Mais c'est vrai qu'il n'a jamais, fait une linguistique engagée au sens où il aurait développé une linguistique politique, ni même une conception politique, explicitement politique de la linguistique. Je ne sais pas, Mario, si tu veux ajouter des choses. On lui pose explicitement la question en manufacturing consent. En quoi sa qualité de scientifique lui rend plus apte ou légitime pour parler de politique lorsqu'il venait de publier les livres en collaboration. Il dit, comme je confirme ce que vient de dire Sophie, c'est-à-dire qu'il dit qu'il se trouve légitime uniquement parce qu'il a une capacité, disons, à élaborer de façon scientifique, à traiter les données, à falsifier les hypothèses, que c'est son entraînement, il dit son entraînement méthodologique qui rend son travail d'analyse politique plus crédible et légitime. Mario l'a montré, Sophie vient de le rappeler, il y a deux Chomsky. Enfin, on peut dire maintenant peut-être qu'il y en a trois Chomsky. Il y a deux Chomsky qui sont d'un côté le théoricien du langage, dont on a parlé, il y a de l'autre côté le Chomsky politique, le Chomsky de l'engagement. Ces deux Chomsky-là ont suscité et suscitent toujours de grandes controverses. Et ils sont tous les deux présents indirectement dans le film, ou présents de façon discrète, parce que le film nous présente, je dirais pour moi, un troisième Chomsky. Un troisième Chomsky dont nous allons parler et dont j'aimerais que tout le monde puisse parler. Mais un mot peut-être sur les deux premiers. Évidemment, le premier Chomsky, le linguiste, il est condensé dans cette phrase « Is the man who is tall happy ?»
qui a été très bien expliqué et illustré très pédagogiquement dans le film, et qui indique bien cette hypothèse des structures profondes sous-jacentes aux structures superficielles, qui est un peu la clé de voûte du système linguistique de Chomsky. Puis il y a l'autre Chomsky, le Chomsky qui est engagé politique à travers son travail de théoricien, et ça se manifeste à travers des exemples. Alors pour lancer l'histoire, je voudrais juste rappeler deux exemples qui sont purement placés dans un contexte théorique, mais qui montrent combien il y a, je dirais peut-être, des structures profondes, agissantes dans la pensée de Chomsky, qui se manifestent à travers des illustrations. À propos d'un débat très conflictuel avec un autre grand linguiste américain, John Searle, qui contestait la théorie chomskienne en disant qu'on ne pouvait pas envisager d'étudier le langage en dehors de la communication. Et Chomsky se défend et contre-attaque en expliquant qu'il y a des structures immanentes au langage que l'on mobilise pour signifier quelque chose en dehors de toute intention de communiquer. Et il donne cet exemple des impôts. Une fois par an, comme beaucoup d'autres, j'écris une lettre au service des impôts pour expliquer pourquoi je ne paie pas une partie de mes impôts avec toute l'éloquence dont je suis capable. Quand je donne cette explication, je crois à ce que je dis. Pourtant, je n'ai pas l'intention de communiquer avec le lecteur ou de l'amener à croire ou à faire quelque chose, pour la bonne raison que je sais parfaitement que le lecteur, probablement quelque ordinateur, s'en moque complètement. Ce que signifie ce que je dis dans cette lettre, ce que je veux dire en un sens, en disant cela, ne peut s'expliquer en termes de ce que je veux dire, de mes intentions en écrivant cette lettre, à savoir exprimer mon soutien de manière plus significative à ceux qui ont entrepris de résister à la violence criminelle de l'État. Et il ajoute une autre anecdote. Vous voyez que l'exemple qu'il prend traduit d'une façon extrêmement virulente non seulement une position théorique relative à la structure du langage indépendamment de la signification, mais même un combat militant à travers l'échec de toute communication possible à travers l'État américain, auquel il refusait de payer la part de ses impôts qui correspondait à l'investissement dans l'effort de guerre des États-Unis. Donc voilà les deux Chomsky. Je dirais que le troisième, pour moi, c'est celui de Michel Gondry. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce film avec Noam Chomsky? J'avais envie de faire un film qui... J'ai un intérêt pour la science, que ce soit la génétique, la physique, l'astrophysique, enfin l'astronomie, la biologie, sans avoir des connaissances approfondies, parce que je n'ai pas été dans une fac comme ça, j'ai fait un bac +1 en art graphique, mais mon intérêt a toujours été plus vers la science, l'exploration de ce qui se passe dans la matière et dans l'univers, plus que la littérature, par exemple. Donc, j'avais envie de faire et j'ai rarement vu des sujets scientifiques illustrés de manière artistique, plus ou moins artistique. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans Chomsky, sur un point de vue scientifique, c'est qu'il a pris la linguistique et il l'a rapproché du domaine biologique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et je trouvais que l'animation me permettait de m'exprimer sur ce sujet. Et puis, le fait, bien sûr, la dimension du personnage m'impressionnait. Et il y a à côté, comme je le dis dans l'introduction, qui est assez mégalo, quoi, de se dire, c'est comme de faire un clip pour les Rolling Stones, d'une certaine manière. On se dit qu'on approche une personnalité extrêmement rayonnante et importante, et on peut faire un travail très personnel à partir de ça.
Mais moi, ce que j'avais envie de faire au départ, c'était un petit peu comme Clouseau, il avait fait le Mystère Picasso, c'est-à-dire qu'il avait mis son talent de cinéaste et il avait joint au talent de peintre et d'inventeur de Picasso, et ils ont créé un objet qui s'appelle le Mystère Picasso, que moi je trouve être un film fabuleux, et sans avoir la prétention d'égaler ça, c'était un petit peu mon ambition. Un peu de mélanger deux travaux qui sont dans des domaines complètement différents et de voir ce qui se passe. Votre filmographie, il y a un thème récurrent, selon moi, c'est la perception du monde. Par exemple, dans Eternal Sunshine, c'est la perception du rêve. Et là, dans ce film, justement, vous parlez de la perception de la langue. Est-ce que vous avez fait sciemment le choix de choisir un scientifique qui parle justement de cette perception par rapport à la langue? Ben, je sais pas quoi répondre. Moi, le fait que ce soit un scientifique et qu'il ait apporté, qu'il ait transformé la perception de sa science, pour moi, c'est quelqu'un qui, comme Newton, vous parlez de Descartes, c'est quelqu'un qui est dans la tradition de ces grands philosophes qui étaient des scientifiques, en fait. Donc, c'est ce qui m'a motivé à l'illustrer. Alors maintenant, j'ai du mal un petit peu à faire le rapprochement entre la perception du langage et la perception des rêves ou dans mes autres films ou du souvenir. Moi, je trouve qu'on aborde plus la perception du réel dans ce film, puisqu'on revient 2 ou 3 fois dessus. Et c'est un sujet très compliqué que j'ai commencé à comprendre, puisque je montre des exemples personnels qui me semblent appropriés. En revanche, il y a, en illustrant cette histoire de continuité psychique, j'ai vu un petit peu les problèmes de montage sous un angle un peu différent, en me disant que le cerveau, finalement, acceptait une série d'informations fragmentées, qui est le montage, comme étant une continuité, parce qu'ils se sont immergés dans une histoire, alors que dans la vie réelle, on va du point A au point B, il n'y a pas d'interruption. Donc je me suis posé ce genre de questions, mais j'ai du mal à répondre à votre question plus directement. Encore une autre question. Je veux dire quelque chose, mais alors là c'est en tant que spectatrice. Il me semble que dans les clips, dans les autres films et dans ce film, c'est toujours un questionnement autour de l'image mentale, de l'imagerie mentale. Comment notre cerveau fait des images et comment vous faites des images sur nos images. Enfin, quelque chose comme ça a à voir avec l'image interne ou l'imagerie mentale, je ne sais pas. Ben, oui, tout à fait. En fait, bon, quand j'étais petit, j'avais des problèmes de cauchemars et de terreur nocturne, et j'ai toujours eu des rêves très dramatiques ou compliqués, en tout cas très détaillés. J'ai beaucoup de rêves lucides où j'analyse la qualité de l'image, la texture de l'image, la composition des images, et je me pose la question très souvent de comment c'est possible que je réussisse à recréer ce paysage alors que je ne l'ai jamais visité, ou que mon cerveau puisse créer tous ces visages de personnes que je n'ai jamais vues. Je me pose toutes ces questions, donc ça répond à votre question de manière peut-être un petit peu trop concrète, mais c'est quelque chose qui me travaille, c'est-à-dire comment on arrive à fabriquer du réel en circuit fermé. Et c'est ce qui se passe dans les rêves, parce qu'il y a très très peu de connexion avec l'extérieur, à part l'expérience, les souvenirs, mais en direct, à part peut-être un son qui peut interférer avec le rêve, mais en gros on crée toute une histoire avec de la texture, des détails, toute une réalité avec aucun élément extérieur en direct, et ça, je trouve ça passionnant. Et c'est vrai que ça m'a motivé à faire des films, à raconter des histoires. C'est l'apport de la réflexion linguistique et l'apport chomskien sur le langage, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'idée que quand il dit la phonétique ne m'intéresse pas, c'est-à-dire la réalité physique de l'objet linguistique n'intéresse pas fondamentalement, lui, il pense qu'il y a une réalité symbolique indépendante de la réalisation physique de l'objet.
Et donc ça ne m'étonne pas que ça vous ait intéressé fondamentalement la conception chomskienne du langage, qui est une conception vraiment symbolique. Il se dit il y a des catégories mentales qui ont une indépendance et qui se construisent dans le cerveau. C'est le problème de Platon. Et en fait, c'est dans je ne sais plus quel dialogue platonicien, c'est pour ça qu'il renvoie à Platon, qui dit un esclave peut comprendre ce que c'est qu'un triangle sans en avoir jamais vu, parce qu'il peut le concevoir logiquement si on lui dit c'est une figure géométrique à 3 côtés. Parce que notre cerveau peut construire un objet logique sur des bases de raisonnement logique sans en avoir fait l'expérience concrète. Bon, et c'est dans la deuxième méditation métaphysique de Descartes, c'est l'expérience du morceau de cire. J'ai pas besoin de l'avoir vu fondu, chaud, coulant, d'en connaître l'odeur, etc., pour savoir ce que c'est à partir du moment où j'en ai conçu une représentation interne mentale. Et je pense que c'est ça qui a dû vous fasciner chez Chomsky, parce que c'est ce qu'on voit dans votre œuvre en général, comment on construit des objets symboliques et comment on les manipule et comment ils vivent à l'intérieur de notre tête. Enfin, je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était une recréation poétique d'une formulation très scientifique chez Chomsky, mais que c'est la même question. Je trouve ça assez intéressant comme parallèle. Moi, je trouve que quand même, les rêves sont quand même fabriqués par... je dis que c'est un circuit fermé à l'intérieur de la tête, mais quand même, il y a tout un apport extérieur qui vient des souvenirs, dans le passé, de toute notre expérience. D'ailleurs, il y a certains romans du 19e siècle où ils décrivent des rêves, et je trouve ça toujours intéressant de voir des rêves décrits de cette époque, parce qu'il y a des histoires de grands escaliers, de carrosses ou de sorcières, et les rêves maintenant, effectivement, n'ont rien à voir avec ça, parce qu'ils sont influencés par ce qui se passe à notre époque. Donc je ne suis pas exactement sûr que ce soit la même chose, mais moi, mais en même temps, j'aime bien ce que vous dites, c'est quand même assez engageant. Moi, je me souviens dans les bouquins auxquels j'avais accès quand j'étais enfant, ils parlaient, par exemple, c'était des bouquins d'éducation sexuelle, par exemple, et ils parlaient des premiers pas que font l'enfant à la naissance. La sage-femme prend l'enfant et lui fait faire quelques pas sur le ventre de sa mère, et puis après, l'enfant oublie de marcher pour réapprendre 6 mois ou 10 mois après. Donc, moi, j'étais très intrigué par ça, ce mélange d'acquis et d'inné, qui est à la base de toute la grammaire générative de Chomsky. C'est-à-dire qu'il y a toute une sorte d'architecture qui est prédéterminée dans le cerveau, mais sans l'exposition au monde extérieur, dans un laps de temps assez limité, assez précis. Le langage n'est pas possible. Il en parle pour les sourds et muets, mais pour les personnes qui n'ont pas ces empêchements, ça se passe... je sais que les personnes qui n'ont pas été exposés en langage après 6 ou 8 ans ne pourront pas l'apprendre, parce que le cerveau, une maturation du cerveau qui fait que le langage ne peut pas se greffer sur cette structure qui existe dans la tête. Bon, moi, c'est des choses comme ça qui m'ont vraiment passionné, c'est l'aspect biologique du langage, et qui découle effectivement sur le langage universel, etc., cette structure qu'on a en commun. Mais il est possible que le rêve fonctionne comme ça aussi. Mais j'hésiterai à faire des rapprochements comme ça, parce que j'aurais peur de me planter. Moi, j'imagine que je me mets devant Chomsky pour faire un film sur lui ou parler avec lui. Et je serais complètement, perdu. Par où je commence, où est-ce que j'y vais, qu'est-ce que je veux transmettre de lui. Enfin, est-ce que je lui dis que je l'adore? Est-ce que je lui dis que je ne le comprends pas? Est-ce que je lui dis s'il est devenu dingue à partir de 2000 avec Derivation by Phase? Je ne sais pas. Quand on commence l'interview filmée, je lui dis que j'ai préparé des questions, mais que j'étais bloqué, quoi. Je ne savais pas comment commencer, et j'étais très impressionné. C'est pour ça que j'ai fait ce dessin où j'arrive avec mes questions et je suis tout tremblotant. Donc j'étais obligé de le dire, et puis d'avouer ma naïveté, un peu mon ignorance sur le sujet, mais pas mon manque d'intérêt ou pas mon manque de curiosité qui existe. Et
c'est pour ça que je disais que j'avais préparé une série de questions, mais que la première question, c'était un truc tout simple qu'on peut demander à n'importe qui. Quel est votre premier souvenir? Bon, parce que là, je savais que j'allais en même temps emmener sur un sujet personnel et sur un sujet de conscience, enfin de formation de la mémoire et donc du cerveau, quoi. C'est ce qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait le plus avec lui, c'est d'avoir sa compréhension du fonctionnement du cerveau. Moi, je voulais avoir... Si, je sais qu'à un moment donné, je voulais lui demander si le fait d'avoir cette compréhension aussi profonde de la conscience avait une influence sur son sentiment d'être. Mais j'ai pas réussi à aller dans ce sens-là. Parce que si je lui demandais si le fait d'avoir la même femme pendant 60 ans l'avait aidé dans son travail, parce que justement, moi je trouve qu'une grande partie des êtres vivants dépensent leur énergie à essayer de former un couple. Mais là, même ça, je n'obtenais pas de réponse. Donc là, autant laisser tomber mon autre question. En fait, ça m'a rappelé deux choses. Foucault dit à peu près quand il écrit, il ne peut pas être confondu avec son état civil, et ça me rappelle une remarque de Pierre Desproges qui fait parler Sartre et en citant Sartre lui fait dire Madame Maria, il n'y a plus de lait et il faudrait changer la litière du chat. Je dis ça parce que je comprends pas, c'est quand même un type qui a une envergure intellectuelle, on l'a bien compris, assez importante. En quoi le fait d'avoir mangé du porridge, d'avoir eu une femme et d'être rendu content par ses petits-enfants, c'est une spécificité qu'il fallait souligner pour vous dans la vie de Noam Chomsky? Noam Chomsky n'aime pas parler de sa vie personnelle, il le fait très rarement, parce que justement, il dit ce que vous dites, il dit que sa vie personnelle est très banale et qu'elle n'a rien d'extraordinaire. Moi, j'ai choisi cette première question par rapport à... Je voulais embrayer sur la formation des souvenirs. Parce que moi, mes premiers souvenirs apparaissent dans ma vie vers l'âge de 3 ans, ce qui est beaucoup plus tard que lui. Et il me semble que c'est la même période, la période à laquelle on apprend à parler. Bon, peut-être que j'ai appris à parler tardivement. Je pense qu'il y a une petite notion de flottement. Là, il y a un petit flottement dans les dates. Donc lui, il parle... il a l'air de faire coïncider les dates. Maintenant que ça parle que ça parte sur sa vie personnelle, je trouve que c'était aussi intéressant parce que peut-être en tant que personne qui a un parcours aussi étonnant, on a aussi, il me semble, j'ai eu envie de savoir comment il avait acquis toutes les connaissances qu'il avait, comment il avait géré sa vie sentimentale peut-être, et finalement quelqu'un qui a vécu pendant 60 ans avec cette femme, une personne qu'il avait rencontrée étant enfant, jusqu'à sa mort, c'est quand même finalement assez extraordinaire. Mais d'ailleurs, quand je lui pose la question, est-ce que ça vous a aidé dans votre travail d'avoir une relation aussi stable, il évite le sujet parce qu'il n'aime pas du tout aborder le côté psychologique, l'interprétation psychologique de son discours, enfin, des choses qu'il dit. Alors, bonjour, moi je suis étudiante en sociologie. Ah oui. Et on travaille beaucoup par entretien, en fait. Et du coup, vous avez un peu été confronté, je ne sais pas si vous en aviez déjà fait dans votre carrière, mais par exemple, d'ailleurs, on a ri quand vous dites je lui ai posé une question, et en fait, il n'a pas du tout compris, il a répondu à côté. Oui. Et vous revenez dessus après, vous réessayez. Et en fait, comme vous le dites, il ne veut pas du tout parler de sa vie privée. Et à plusieurs reprises, c'est lui qui fait l'entretien, en fait. Oui, c'est lui qui vous emmène sur une piste complètement haute. Parlez-moi de vos enfants. Et puis, il part sur la politique complètement. Oui. Il est où l'écart entre ce que vous attendiez, ce que vous avez obtenu, et est-ce que c'est bien ou mal de ne pas avoir complètement, en fait, dirigé l'entretien comme vous l'entendiez? Disons que... il a un message à faire passer. Pareil, il y a un autre exemple qui est assez flagrant, qui est assez drôle, peut-être moins flagrant, en fait, je veux dire. C'est quand je lui parle de l'inspiration. Alors moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'on me pose souvent la question d'où viennent vos idées, et j'essaye de trouver des réponses. Ce qui a fait un déclic dans ma tête qui fait que j'ai une idée
pour faire, admettons, un tel clip ou telle scène dans un film. Et je lui demande, est-ce qu'il a quelque chose à dire sur le mécanisme de l'inspiration? Et là, dès le départ, je sais qu'il a envie de parler du PET, parce qu'il parle d'enfants, de savants et de charpentiers. Et l'histoire de Charpentier, elle démarre là pour nous amener au bout de 3 ou 4 minutes, ou même 5 minutes, au fait qu'ils n'avaient plus d'idée comment résoudre le problème, donc ils ont été fumer un joint, et ils ont trouvé l'idée. Donc là, je ne suis pas complètement idiot, je m'aperçois qu'il se dit, tiens, je vais parler du joint, tout en ne sachant pas exactement quelle position il adopte par rapport à ça, au moment où je pose la question sur l'inspiration. J'en avais conscience, et puis des fois j'essayais de le ramener dans la direction que je voulais, mais ça ne fonctionnait pas, et c'est pour ça que j'ai intégré ces passages, parce que je voulais être honnête par rapport à ma difficulté à l'emmener là où je souhaitais l'emmener, mais je pense que quand même j'ai réussi à en tirer des choses différentes de ce qu'on entend généralement de lui, même si c'était au prix de payer la honte pas mal de fois, quoi. Je voulais simplement savoir, en fait, à partir de quel moment vous avez décidé de vous mettre dans le film, en fait, enfin, de mettre la difficulté du processus dans le film. Ah, de m'intégrer. Ouais. En écoutant les interviews, j'ai bien vu que des fois j'étais un peu ridiculisé, et que finalement c'était les moments les plus drôles du film, et ça permettait, bon, d'une part ça justifiait un petit peu mon côté naïf et la simplicité de mes questions. Disons que je ne suis pas un spécialiste, que ce soit en linguistique, en biologie, etc. Et j'aurais eu du mal à faire semblant d'en être un, et puis c'était drôle, ces problèmes de communication assez au rade et pas crête, puisque c'était des histoires d'accent, alors qu'on parlait d'un des plus grands linguistes mondiaux. Il y avait un contraste assez drôle, donc j'ai décidé de me mettre en scène, et je pense que une des premières séquences que j'ai illustrées, c'est cette histoire de symboles que nous, enfin, quand on est enfant, on voit des symboles, et puis après on voit les choses dans le monde réel, moi c'était juste une observation, il n'y a pas d'argumentation à avoir là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit une image d'un chien avant de voir un vrai chien, et lui il disait non, c'est faux, et c'était énervant, parce que ce que je voulais lui dire, c'est juste une observation, pas du tout un concept, et je trouvais que c'était drôle, parce que en même temps c'était assez honnête sur moi, une sorte de forme de naïveté, et lui une forme de manque d'écoute, et de professeur qui parle à un élève sans vraiment interagir. C'est pour ça que quand je dis c'est une conversation animée, c'est un petit peu un jeu de mots avec l'animation plus qu'une vraie conversation animée. Mais j'ai décidé de me mettre en scène pour justement montrer ces problèmes de communication, et puis aussi ça permet au spectateur de se sentir un peu moins seul quand il y a des choses un petit peu obscures qui sont exposées. Non, pour moi, il y a quelque chose de tout à fait fascinant dans ce film, c'est qu'on est pris par l'image, et l'image est là pour nous signifier des abstractions. Parce que le discours de Chomsky est quand même terriblement abstrait. Et le retour de la parole du narrateur, dire oh là là, ce gars il est quand même compliqué, etc. J'ai une question que j'aimerais poser à Michel Gondry sur ces images. La question c'est le mélange des ordres de ce qu'on appelle en sémiotique le figuratif, la mixité figurative. Il y a des photographies, il y a des paysages, il y a des dessins, il y a des dessins très concrets qui ressemblent à leur modèle, il y a des dessins symboliques, emblématiques, allégoriques peut-être, il y a des dessins très abstraits qui fonctionnent eux-mêmes comme des traits qui produisent une sorte de génération du sens, et puis il y a là-dedans un type d'image très particulier, finalement, qui est très marginal par rapport à toutes les autres images, c'est le visage de Noam Chomsky filmé, et qui est toujours, ou presque toujours, m'a-t-il semblé, encadré, entouré par une ligne.
Alors, la question que je voudrais poser, c'est est-ce que dans toutes ces formes du visible qui servent à donner forme à l'abstraction, il y a pour vous un statut particulier de l'image filmique, je veux dire de l'image, ou est-ce que ce n'est vraiment pour vous qu'une image parmi les autres? Le portrait filmé de Chomsky, du visage, n'est-il qu'une image parmi les autres images et à prendre sur le même plan? Déjà, je trouve que Chomsky n'est pas si compliqué que ça à écouter. En tout cas, peut-être à cause de mon ignorance, il a adapté son discours à ma compréhension. Et moi-même, je l'ai orienté à maintes reprises, je l'ai ramené à mon niveau d'une certaine manière. Et je dois dire que, sans ironiser, j'ai plus de facilité à comprendre ce qu'il m'a dit que l'énoncé que vous venez de faire, qui pour moi était... je suis désolé, je ne veux pas du tout vous mettre dans une situation désagréable qui est pour moi plus difficile à comprendre. Alors, pour répondre à votre question sur ma partie du travail, c'est un domaine sur lequel je peux m'exprimer assez facilement. C'est que j'avais l'envie, comme je disais, d'utiliser ma technique d'animation abstraite pour illustrer un discours scientifique sans le trahir. C'est-à-dire que l'abstraction me permet de traduire un petit peu mon sentiment, le sentiment que j'éprouve en écoutant le discours du professeur Chomsky, sans tenter de l'expliquer, à part peut-être à la fin du film quand je prends sa phrase Is the man who is still happy et que je la décortique en expliquant quel est le verbe qui compte le plus dans la phrase. Là vraiment je fais une sorte d'illustration démonstrative, mais la plupart du temps je travaille de manière instinctive. Simplement il y a des fois où je me dis peut-être que le spectateur il va quand même avoir besoin d'autre chose que de voir ces formes abstraites et un peu parfois, comme on peut dire, psychédéliques. Donc je pars dans des choses plus narratives et plus illustratives qui sont parfois juste le contexte, par exemple, qui ont peu de choses à voir avec le contenu de ce qu'il dit, comme quand il dit qu'il parle de sa première lecture et que le linguiste est venu le chercher à l'aéroport, et j'illustre l'action qu'il décrit parce que c'est une image qui m'est venue comme ça. Alors pour ce qui est de son image, comment il apparaît à l'image, tout ce qu'on voit de Chomsky est toujours, on le voit parler plein cadre, et c'est pas la personne la plus charismatique, enfin son charisme ressort de son travail d'analyse et de la recherche qu'il fait, sa documentation, la recherche et comment il étaye son discours. Ça, pour moi, c'est vraiment ce qui fait que son discours est très fort, mais on le voit toujours en gros plan, et je pense pas que ce soit ça le plus important. Et moi, ma technique, je voulais utiliser la même caméra pour faire l'animation et la prise de vue réelle par une sorte d'éthique artistique. C'est une vieille caméra que j'ai achetée il y a une trentaine d'années, qui se recharge et dans laquelle on met du film, et que je comptais utiliser pour l'animation et que j'ai voulu utiliser aussi pour le filmer. Simplement, c'est pas du tout comme une caméra vidéo. On ne peut filmer que des extraits courts, et puis il faut la recharger, et que ce soit mécaniquement, et puis changer le film. Donc je pouvais le filmer que à des moments précis, moments que je devais décider au moment de l'interview, sur le coup, et de manière complètement arbitraire d'une certaine manière. Mais en même temps, en faisant ça, je m'engageais à ne le montrer que à certains moments, et je savais qu'on entendrait le son de la caméra, donc il fallait que je trouve un moyen de l'illustrer, de l'intégrer dans l'illustration. Donc ça me faisait une sorte de un petit périmètre, une obligation qui finalement allait m'entraîner dans des directions imprévues, et c'était des choses qui m'intéressaient. Donc c'est un petit peu pour ça qu'il apparaît dans ces petits cadres dans lesquels la caméra est représentée, parce qu'on entend le son de la caméra en train de filmer, parce que c'est pas une caméra qui est faite pour filmer du son, enfin filmer avec le son, et cette caméra est transformée en projecteur, donc c'est un peu le principe de la caméra inventée par les frères Lumière, la caméra qui fait caméra
caméra et projecteur. Donc la caméra, je la transforme en projecteur. Bon, en gros, c'était un petit peu ça mon idée. Je voulais vous demander si toutes les prises sont des premières prises ou si vous avez fait plusieurs prises avec lui sur les questions que vous avez posées, ou est-ce que vous avez gardé la première prise à chaque fois? Et d'autre part, la deuxième question, je voulais vous demander si vous aviez travaillé sur ces livres et sur ces théories en dehors, ou est-ce que vous avez illustré immédiatement ce que vous compreniez de l'entretien, ou est-ce que vous avez travaillé les dessins en renseignant ce que vous aviez compris des conversations avec lui par une connaissance d'un autre ordre? J'ai travaillé en amont un petit peu, mais maintenant je ne vais pas prétendre que j'ai lu tout son travail. J'ai lu certains livres, j'ai écouté des conférences, et non, évidemment, on n'a pas... j'ai pas fini de répondre à la deuxième question. La deuxième partie, c'était... Par exemple, pour la dernière phrase, oui, j'étais chercher des graphiques, parce que le dessin qu'il m'avait fait était tellement schématique qu'on ne voyait pas vraiment. Parce qu'en général, ça a des formes de pendules. C'est quand il explique la structure de la phrase avec le prédicat, le sujet, le complément, etc. Donc j'ai essayé de m'y retrouver en regardant ses écrits. Mais en général, c'était assez instinctif ce que je dessinais. Parce que l'idée de l'arbre, quand vous choisissez d'exprimer la continuité de l'esprit par l'arbre, c'est à la fois une métaphore, enfin c'est poétique et ça pourrait être n'importe quel autre objet biologique, mais en même temps, ce que vous avez dit, ce que vous avez appelé un graphique en syntaxe, ça s'appelle un arbre syntaxique. Donc c'est pour ça que je me demandais si vous aviez construit comme ça poétiquement des réinterprétations des concepts chomskiens dans les illustrations que vous aviez choisies, ou bien si ça vous est venu comme ça. Mais c'est-à-dire que je lui pose la question. Bon, il est en train, à ce moment-là, il est en train de m'expliquer qu'on a une compréhension du monde qui est innée, donc limité à notre bagage génétique. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre par intuition et qui font, bon, notamment la science est en général contre-intuitive. C'est-à-dire que, bon, mettons qu'Einstein il a expliqué la relativité générale, c'est pas quelque chose qu'on comprend naturellement en grandissant. Donc je lui pose la question, quand on voit un arbre, est-ce qu'on a quelque chose dans notre système biologique qui nous indique que c'est un arbre dont on fait le rapprochement. Et là-dessus, il est parti sur l'exemple d'un saule pleureur, parce que il avait des connaissances botaniques ou biologiques, et il parle d'un saule pleureur duquel on couperait la branche, on l'a fait repousser, et c'est marrant parce qu'il dit c'est un bon exemple. C'est un petit peu, il se félicite lui-même de son exemple, mais en même temps il a raison, et je l'ai appris après, c'est-à-dire qu'on a eu 2 interviews de 1h30 chacune, et après j'ai eu 6 mois pour commencer mon travail d'animation, et pendant ces 6 mois j'ai lu pas mal de choses sur la génétique, et donc j'ai compris que un saule pleureur dont on coupait une branche et qu'on faisait repousser à partir de cet élément, c'était un clonage, donc c'est génétiquement identique. Donc comme vous disiez, je me suis renseigné, mais plutôt sur un point de vue scientifique par rapport au sujet qu'on avait abordé. Mais quand j'illustre un arbre, non, je n'ai pas pensé aux ramifications du langage ou aux parallèles qu'on pouvait faire. C'était juste un objet, mais cet objet lui permet de démontrer cette histoire de la perception du réel en voulant insister sur le fait que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a tendance à présumer et à penser généralement. Donc l'exemple de l'arbre, finalement, je suis tombé sur un bon exemple parce que ça lui a permis de décliner la question, mais il est venu comme ça. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous imposer ces contraintes avec votre vieille caméra. Ben, c'est une caméra qui est vieille pour vous, mais pour moi, j'ai grandi avec. Oui, mais... Bon, déjà, pour moi, c'est un objet qui est toujours actuel, bien que je comprends très bien que ça aurait été beaucoup plus logique de tourner avec une caméra digitale pour pouvoir tourner tout le discours. Mais bon, déjà, il y a un côté qui a l'air plus difficile et en même temps plus de flemme, parce que
je prends mes décisions en amont des moments où il apparaît à l'image. C'est-à-dire que je ne vais pas me taper toute une sélection des moments où on doit le voir ou ne pas le voir en fonction de ce qu'il dit. C'est quelque chose qui vient de manière assez instinctive et c'est une sorte d'engagement. Et c'est un procédé que j'aime utiliser quand je fais des films, c'est-à-dire qu'on prend la décision en amont plutôt qu'en aval. Une fois la façon de tourner, c'est qu'on emmagasine plein de données et puis après, on a des options et après, on décide quelle est l'option qui est la meilleure pour le film. Et ça, c'est tellement pénible pour moi que je me suis dit, au moins, j'aurai ces petits segments de Chomsky gravés, imprimés sur mon film et je ne pourrais pas revenir dessus. Voilà, c'est une décision que j'avais prise et aussi j'avais eu cette idée depuis très longtemps, c'était d'enregistrer en son une expérience ou une interview et de prendre des photos en parallèle avec un appareil qui ferait des clics assez prononcés et après faire un montage où je mettrais la continuité du son et à chaque fois que j'entends des clics, je mettrais l'image qui correspondait à ce clic. Et donc il y aurait des images fixes qui viendraient illustrer une continuité sonore. Donc c'est un système auquel j'avais pensé il y a longtemps et que j'ai adapté avec l'image en mouvement. Mais c'était une difficulté que je m'imposais, mais en même temps, je me débarrassais de tout un travail de post-production qui m'intéressait que moyennement. Pour une personne comme Noam Chomsky qui a l'habitude de voir ses idées reflétées d'une façon littéraire, qui a été traduite dans beaucoup de langages différents avec les contraintes que ça implique, qu'est-ce que ça lui a fait ou comment a-t-il réagi à la représentation abstraite que tu lui as présentée avec le film? Il a beaucoup apprécié le film, je peux le dire fièrement parce que c'était un point important pour moi. Il m'est arrivé de lui soumettre des figures, hein, par exemple le symbole que j'avais trouvé pour illustrer le langage avec ces histoires un peu de triangles récursifs et des petites branches et des carrés. Et puis il était très encourageant. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de travaux qui aient été faits comme ça sur son travail. Il a été très sensible et il a trouvé que j'avais une curiosité qui l'avait enthousiasmé et il n'a pas critiqué, il n'a pas fait de critique par rapport à mes interprétations. Et je crois que ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il a été extrêmement sensible à ma représentation de sa femme, par exemple. Il me dit souvent que je lui ai envoyé l'original du dessin où il marche sur la route avec sa femme et il m'a dit à plusieurs reprises qu'il avait accroché dans sa chambre parce que ça l'avait énormément touché. Donc voilà, c'était son... Mais je crois qu'il a surtout essayé d'encourager quelqu'un qui faisait un travail quand même assez assidu et respectueux par rapport au sien. Une simple question, si vous pouvez un peu nous parler de votre parcours, comment vous en êtes arrivé à... C'est une question simple, l'animation en fait, tout simplement. J'étais toujours intéressé par l'animation étant enfant. Je dessinais des flipbooks sur le bord des livres. Et moi, ça me paraissait magique l'idée de créer une sorte de nouvelle dimension en accumulant une série de dessins et en les faisant défiler à telle vitesse. On crée quelque chose à partir d'éléments séparés. On crée un nouvel élément qui était le mouvement. Et c'était une manière de comprendre la mécanique de la caméra, de l'enregistrement du mouvement, qui m'a toujours passionné. Donc, je me suis acheté une caméra un jour et j'ai commencé à expérimenter là-dessus. Et puis, petit à petit, j'avais formé un groupe de rock qui s'appelait Oui Oui. J'ai fait les vidéos animées pour ce groupe. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler dans ce domaine. Mais vraiment, au départ, c'était cette idée de créer le mouvement, à partir d'images séparées, qui me passionnait. Et comment vous avez appris? Vous êtes autodidacte? Vous avez fait une école? Oui, assez autodidacte. Je sais que, par exemple, j'avais un vieux dictionnaire que ma grand-mère m'avait offert en 1969, dont en 2 volumes, quand même assez grand. Et il y avait, dans la
catégorie cinéma, une image d'Émile Cole, d'un film qui s'appelle Drame chez les fantoches, où on voit, c'était du trait blanc dessiné sur un tableau noir, et on voit un petit personnage qui frappe à une porte avec un corps tout carré, des jambes en bâton et une tête ronde. Et j'étais complètement omnibulé par cette image. Et bien longtemps après, je l'ai vu intégré dans le film. Donc j'avais cette... ça, c'était un exemple d'une influence. Puis il y a aussi... les gens de ma génération ont grandi en regardant les programmes pour enfants de cette époque, qui étaient projetés sur Antenne 2 ou FR3, étaient très souvent des films animés des pays de l'Est qui avaient ce côté un petit peu fait à la main que j'aimais beaucoup. Donc on comprenait un petit peu comment c'était fabriqué et ça me donnait envie de faire la même chose. Pourquoi vous faites tout à la main, vos dessins, vos décors, tout, c'est dans tous vos films en fait? Tout ces nouvelles technologies, est-ce que vous les utilisez ou pas? Je me suis acheté une caméra en 86 et j'ai commencé à travailler comme ça, c'est-à-dire que j'arrivais à gérer à matérialiser toutes les idées que j'avais avec des objets simples, et donc j'avais une liberté totale. Mais je me souviens que par exemple j'avais fait un de mes premiers clips pour lequel j'étais rémunéré, ça s'appelait Popcorn. J'avais utilisé les premiers Macintosh en faisant des programmes graphiques, et comme c'était en noir et blanc, je mettais un filtre de couleur sur l'image, je revenais en arrière, je changeais un peu l'image, je changeais de filtre de couleur. Donc j'étais intéressé depuis le début par cette technologie, l'ordinateur, et j'ai fait par exemple un clip pour les Rolling Stones en utilisant que la technique du morphing. Donc je ne suis pas du tout contre les méthodes digitales et d'ordinateur, simplement que je trouve que trop fréquemment on utilise l'ordinateur pour imiter ce qu'on peut faire à la main et au lieu d'aller vers l'avant. Moi, je suis très influencé et inspiré par des gens comme Oskar Fischinger, qui était un petit peu issu du Bauhaus et qui ont fait de la géométrie abstraite pour illustrer des musiques. Et je trouve que ce type d'artistes, dans les années 30 ou 40, ont réussi à trouver une forme d'expression, une expression graphique qui, en sortant du cadre, en poussant les limites de la caméra et du papier, de ce qui était utilisable à leur époque, ont trouvé une forme d'expression qui est devenue la norme 50 ans plus tard avec l'ordinateur. Et moi, je me pose souvent la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'ordinateur qui reflèterait la norme visuelle dans, mettons, 20 ans, parce que les choses vont encore plus vite maintenant, quand un nouvel appareil différent de ce qui existe maintenant sera inventé pour projeter des images. Alors, j'ai pas de réponse, mais je vois l'ordinateur sous cet aspect-là. Et si j'ai pas de réponse, j'ai pas trop envie d'utiliser l'ordinateur. Je pense j'aime bien pousser la technique à l'extrême. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet d'usine de film? Alors, donc, l'usine de film amateur que j'ai conçue après le film que j'avais fait, qui s'appelait Soyez sympa, rembobiner. Donc c'est une usine un peu itinérante. Ça a commencé par une exposition à New York, puis c'est devenu plutôt une sorte d'activité qui circule, qu'on reconstitue. On l'a fait dans une dizaine de villes à travers le monde. Et que j'essaye de pérenniser à Aubervilliers, dans une ancienne usine d'allumettes. Donc en gros, le principe, c'est qu'on fabrique, on propose une vingtaine de mini-décors, un peu de style de décor de cinéma pour un public. Donc une forêt, l'intérieur d'une voiture avec un paysage qui défile, l'intérieur d'un train, une station de métro, une intérieur cuisine, une chambre à coucher, un couloir, etc. Donc toute une série de décors qui permettent de raconter un maximum d'histoires possibles. Et on invite les gens à venir, et pas du tout des gens qui sont des milieux artistiques. Ça peut être toute génération et toute classe sociale et tout mode de formation possible. Il y a des ateliers d'écriture, et sans aucun encadrement, les gens en groupe, ils se forment des groupes de 12 à 15 personnes, décident du sujet de l'histoire, écrivent une histoire ensemble et tournent le film avec une petite caméra vidéo dans l'ordre des scènes. En gros, le principe, c'est que si chaque scène illustre
une phrase de l'histoire et que l'histoire est composée d'une dizaine de phrases, donc ça fait une dizaine de scènes. Si chaque phrase parvient à illustrer, si chaque scène parvient à illustrer la phrase, au bout du compte, on aura l'histoire racontée. Et au bout d'une heure de tournage et de 2 heures d'écriture, et puis il y a le choix des accessoires, il y a le choix des acteurs, etc. Les gens projettent le film dans une mini-salle de cinéma qui fait partie de l'ensemble. Et voilà, en général, c'est très très drôle. C'est des films complètement amateurs, ça n'a aucune prétention de faire du cinéma ou d'apprendre à faire du cinéma. C'est juste une expérience d'organisation sociale qui, moi, j'essaye de démontrer que n'importe qui... il me semble que les milieux créatifs sont très fermés. Nous allons au cinéma, on travaille on engage les gens de bouche à oreille, et quand on n'est pas attaché on fait pas partie de ces cercles du cinéma, c'est très difficile d'y entrer. Et d'autre part, l'autogestion, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et j'essaye de démontrer que les jeunes ou les groupes de mélangés peuvent s'autogérer, parce que c'est complètement autogéré de l'instant où ils ont une activité qui les intéresse. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Le résultat des films n'est jamais jugé. Le principe, c'est qu'on rigole parce qu'on est dans le film. Alors il y a plein d'erreurs, des fois ça raconte n'importe quoi, mais c'est pas très important. L'idée, c'est qu'au lieu de rester chez soi et à jouer aux jeux vidéo, on se retrouve dans un lieu extérieur, on fabrique quelque chose ensemble et on le regarde. Vu que tout cinéaste est conteur d'histoire, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote qui vous a marqué ou que vous aimez raconter? Que j'aime raconter, je ne sais pas, quand j'avais 12 ans, je suis en 6e, la première fois que je suis allé au devant de la classe et que j'essayais de raconter une histoire drôle, voilà, c'était une histoire de Toto, c'est Toto qui demande à son père... papa, tu n'aurais pas 5 francs? Quoi, 4 francs? Que veux-tu faire avec 3 francs? Tu n'auras jamais assez de 2 francs, tiens, voilà 1 franc. Et je l'ai raconté à toute vitesse et personne n'a compris un seul mot de ce que j'avais dit. Donc j'étais assez humilié et je me suis dit que bon, c'était pas trop mon truc de raconter les histoires. Enfin, oralement, j'entends.